Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Alexandre Caoudal et je serai accompagné aujourd'hui par Simon Eyus. Salut! Et Agathe Preslin. Bonjour. Pour ce nouveau numéro, ce sera le premier d'une suite de 2 épisodes consacrés au réalisateur tchèque Jan Švankmajer. Nous avons choisi pour débuter ce diptyque de nous pencher sur son premier long métrage sorti en 1988, Alice. J'aimerais mentionner que si l'on avait traduit littéralement le titre original, Niesto Zalenki, on n'évoquerait pas le Alice de Švankmajer, mais le quelque chose d'Alice de Švankmajer. Si le film puise son histoire et ses personnages dans le Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, maintes et maintes fois adapté, notamment par les studios Disney en 1951, Švankmajer admet dès le carton-titre que sa lecture du texte sera partiale et biaisée. Bien qu'il suive plutôt fidèlement les différents épisodes du livre, il apporte au conte insensé de Carroll un revirement plus macabre et sinistre. À peu près au moment où sort le film états-unien, Švankmajer étudiait la scénographie et le théâtre de marionnettes à Prague. Il fonde une troupe de théâtre dans les années 60 et rencontre à cette époque la peintre Eva Dvorakova, qu'il épousera et avec qui il collabora jusqu'à sa mort en 2005. Il commence à réaliser des courts-métrages en 1964, au moment où les cinéastes de la nouvelle vague tchèque prennent leur élan et intègrent, aux côtés de sa femme, le groupe surréaliste tchèque, suite à leur rencontre en 1970 avec Vratislav Effenberger, essayiste et écrivain tchèque inédit en France. Il ne faut pas oublier que Švankmajer ne se considère pas fondamentalement comme un cinéaste. Tour à tour graphiste, céramiste, marionnettiste ou artiste de collage, il a abordé de nombreux moyens d'expression. Il explique que suite à une interdiction de tourner s'étalant de 70 à 73, il a même créé ce qu'il appelle des objets tactiles et expérimenta sur le toucher ou le dégoût. Autre caractéristique, Švankmajer est un collectionneur compulsif et encombre ses films avec des objets de seconde main, des objets trouvés, des objets oubliés, patinés, décatis, qu'il réarrange et anime. Habitué des matériaux peu conventionnels, il lui arrive de faire se mouvoir des langues de bœuf, des foies de veau ou encore des pièces de viande crue. Ces films explorent tout un théâtre de curiosités dont il entrepose les accessoires chez lui ou dans son atelier. Le désordre dans la chambre d'Alice, joué par Kristina Koutova, nous est présenté au détail au début du film et présage les différents objets que l'on retrouvera au cours du métrage. Suivant une dynamique proche du cadavre exquis, des morceaux de porcelaine s'assemblent avec des ossements et des bouts de peluche. La jeune actrice explore ce pays des merveilles flétri au croisement entre stop-motion et prise de vue réelle, passant d'une composition à une autre en un simple raccord cut ou en se métamorphosant en poupée fanée. J'aimerais maintenant demander à mes camarades si ce quelque chose d'Alice est autant évocateur qu'il est complexe à évoquer, comme c'est le cas pour moi. Est-ce que ce lapin blanc plein de sciure de bois t'a donné envie de t'enfoncer dans son terrier, Simon ? C'est une bonne question parce que c'est vrai que Alice, c'est pas un film si évident que ça. Je sais que je l'ai vu au lycée et que j'avais bien aimé, mais que ça m'avait moins touché que ses courts-métrages, puisque Jan Švankmajer est surtout connu pour ses nombreux courts-métrages. On peut citer Les possibilités de dialogue ou Nourriture, qui sont peut-être ses plus connus. Mais il en a fait énormément, avec des matériaux aussi divers que variés, comme tu l'as dit. Alice, j'avais bien aimé, mais disons qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la répétition, de l'horlogerie même, pas forcément évidente pour moi. Et je me souvenais pas que le film était aussi curieux. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas le Švankmajer le plus étrange. J'ai été un peu mis en défaut en regardant le film. Là où les courts-métrages de Švankmajer sont unis par une espèce de morale ou de discours allégorique sur l'humanité, dans tous les cas, dans ses plus connus, d'autant qu'il se situe dans un courant un peu surréaliste, qui fait que la question du sens n'est pas totalement évidente. Mais dans ses courts-métrages les plus connus, elle m'apparaissait quand même comme quelque chose de limpide, alors que dans Alice, on est confronté aussi au non-sens, entre guillemets, qui est finalement très logique quand on y pense. C'est un film qui est dépourvu d'un message, entre guillemets, et consiste en une succession de situations, comme le sont beaucoup d'adaptations de Alice, même si évidemment, dans certaines de ces adaptations les plus conventionnelles, on va essayer d'y rajouter une petite morale ou quelque chose qui permettra au spectateur d'en tirer une leçon, ce qui n'est pas le cas dans ce Alice-là, où la leçon qu'on tire, c'en est pas réellement une, c'est juste se réveiller d'un mauvais rêve. Mais ce que j'avais oublié aussi avec ce film-là, c'est que c'est un film qui est très désagréable à regarder. Moi, j'ai eu du mal à regarder ce film à des moments et c'est pas vraiment pour les raisons les plus évidentes, c'est-à-dire que
Si le film se présente, je crois, comme un film pour enfants, c'est quand même un film qui est bardé de squelettes, de créatures étranges, rapiécées et d'animaux empaillés. Je crois que ce qui est le plus dérangeant dans le film, c'est peut-être tout ce qui est de l'ordre de la fissure, de la cassure, etc. Ça, c'est des choses qui sont effrayantes. L'impression d'abandon aussi que Alice peut ressentir, mais surtout le son. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai trouvé que le mixage son était infernal, c'est-à-dire qu'on mettait vraiment l'accent sur les bruits les plus agaçants, le verre qui se brise, le bruit du bois, et ce son est tout le temps, comme dans ces courts-métrages d'ailleurs, amplifié de sorte à ce que ce son-là semble être le seul son qui existe, et donc du coup on se retrouve dans une espèce de symphonie bruitiste presque industrielle ou noise, à la fois singulière et qui convient au style du film qui est aussi de l'ordre de choses qui existent concrètement, et c'est ce qui me plaît beaucoup dans le film, mais ce qui est aussi instinctivement difficile à ressentir. Mais oui, voilà, je voulais souligner le fait que paradoxalement, je trouve que le film est assez dur à voir, mais que c'est un film qui est difficile d'arrêter ou dans tous les cas d'oublier. Un film qui finalement a quelque chose de charmant malgré ses aspects les plus Et toi, Agathe, abrasifs. tu souhaiterais qu'on te coupe la tête ou tu te serais bien servi une autre tartelette de la Reine de Cœur? Moi, je pense que je vais avoir un avis moins développé que Simon, tout simplement parce que j'ai pas 2000 choses à dire sur le film. Donc, si je grille toutes mes cartes maintenant, vous serez obligé de terminer l'émission à deux. Du coup, je vais avoir des phrases assez basiques. Donc, petit A, oui, j'ai beaucoup aimé le film. Moi, c'est aussi un film que j'avais vu peut-être pendant le lycée. Enfin, c'était typiquement le genre de film qu'on me mettait entre les mains. À la fois, je l'avais vu comme une leçon de choses, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le cinéma d'animation potentiellement dans une de ces directions. Et puis en fait, c'était vraiment une leçon de choses, je m'en rends compte maintenant, puisque de toute façon, c'est que un film sur le fonctionnement possible des objets, etc. Et c'est un film que j'avais très peur de regarder, parce que j'avais un souvenir grinçant, un peu comme tu viens de décrire, Simon, par rapport au son. Et j'avais peur que tout à coup, cette espèce de cinéma d'animation en volume qui aime bien tout casser, qui aime bien être cynique peut-être, j'avais peur que ce soit ça. En vérité, non. Et c'est un film qui m'a beaucoup détendu pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, mais qui ont à voir avec le fait qu'il n'est fait que d'objets trouvés. Et je sais pas, il y a une espèce de grand ordre, de grande mécanique, mais pas du tout imposante ou sérieuse ou maniérée, qui est là et qui sûrement contribue à cette sensation qu'on peut pas arrêter le film, comme tu disais, Simon. Il y a un espèce de grand écoulement qui, moi, me plaît énormément, que ce soit de la sueur qui tombe, que ce soit du beefsteak qui sorte des boîtes, que ce soit tout ce que tu as rapidement dit de manière très chouette, Alexandre. Moi, c'est quelque chose qui, paradoxalement, m'a plu, alors que j'ai horreur du cinéma d'animation avec des objets en volume. Et pour finir, je vais faire une espèce de warning de tout ce que je dis. C'est-à-dire que je pense que je vais être très enthousiaste envers le film, et notamment envers la manière dont le film crée Alice, mais je suis pas du tout en accord avec une certaine fétichisation de l'enfance, et notamment de l'enfance de la petite fille, ce qui va s'exprimer par des gros plans sur une bouche qui articule la narration, sur une certaine manière dont Alice mange tout. Alors Alice mange tout, évidemment, chez Lewis Carroll, mais il faut vraiment que les réalisateurs laissent les enfants qui mangent tout tranquilles. Mais je pense que je vais être extrêmement enthousiaste par rapport au film, mais si je dois donner mon avis maintenant, le film m'a plu à ça près que je trouve qu'il y a une espèce de viscosité à un seul endroit, et c'est pas le moindre des endroits, c'est une viscosité par rapport... Alors je sais pas si c'est le corps ou l'attitude ou la vie des petites filles, mais il y a quelque chose qui est mal passé, soit par Zwangsmeyer, soit par ses intérêts de l'époque. C'est mon bémol pour ce film. Pour ma part, Jean Mayer, j'ai dû découvrir sans doute les courts-métrages avant d'avoir accès à Alice ou de même oser regarder ce film-là. Il avait quelque chose d'un peu intimidant. C'est un film qu'on retrouve souvent dans ces listes des films les plus curieux, les plus dérangeants, les plus inadaptés aux enfants, ce genre de choses. Mais bon, c'est un peu embêtant parce que ça met plein de choses côte à côte qui n'ont rien à voir les unes entre les autres et ça ne pose pas la question qu'est-ce qui serait au juste dérangeant pour un enfant et est-ce que c'est pas plutôt en tant qu'adulte qu'on est dérangé? Ça m'intéresserait de savoir de quoi on parle quand on dit être dérangé par les films de Jean Mayer. Tu parlais de ce son. Pour moi, ça participe de ce qui m'a hypnotisé aussi, de ce qui finalement fait le problème avec Alice. C'est-à-dire que je pense que Zwankmajer a un goût, mais très très prononcé pour ses objets. Il a un amour assez inconditionnel pour toutes ces vieilleries, pour tous ces bibelots qu'il rassemble, qu'il a l'air de ranger de façon assez maniaque. Enfin, je pense à toutes ces scènes d'ouverture de tiroirs où à chaque fois on a une collection de ciseaux, une collection de cailloux, une collection de punaises, une collection d'aiguilles. Et tout semble être soigneusement rangé dans son atelier.
Mais dans le même temps, parce qu'on parle d'objets trouvés, on parle de vieux objets, de réutilisation, mais j'ai cru comprendre en lisant des articles et quelques entretiens que pour une part, il créait cette patine et ce décati. C'est aussi, il abîme ces objets. C'est ce qu'on peut voir par exemple dans les possibilités du dialogue où tous les objets s'abîment jusqu'au stade de la poussière, de la sueur, et à la fin, ils n'animent plus que ça, quoi. Il n'y a plus de différenciation entre ces différents matériaux. Ce qui fait qu'il y a un peu un double mouvement, deux choses qui cohabitent par rapport à son utilisation des objets, à la fois quelque chose de l'ordre de la conservation et à la fois quelque chose de l'ordre de la destruction. Souvent, ces courts-métrages se terminent par quelque chose d'assez terrible pour les objets. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans Alice. Tous les objets tombent en lambeaux. Il suffit de voir l'apparition du lapin blanc. Si on n'est pas prévenu, ça peut impressionner. Le lapin blanc est un lapin empaillé, animé, qui arrache ses pattes du faux vivarium où il est exposé, coupe les clous qui fixent ses pattes avec ses dents qui sont très dégagées de sa bouche du fait de la sécheresse de l'objet, et perd de la sueur d'un trou dans le ventre tout le long du film et passe son temps à lécher sa montre à gousset qu'il sort de ses entrailles. Ce lapin en retard, il l'a bien au cœur, là, littéralement. Et je pense que la petite fille la considère au même titre comme un objet. On n'est même plus au stade du modèle. C'est assez effrayant de la voir se transformer en poupée à plusieurs moments du film. C'est fait de façon assez incroyable, quelque part entre la pixelation et le cut très abusif, mais malgré tout, il y a un effet très abrupt, voire grossier, mais fait avec une finesse. Je sais que je dis des choses qui semblent contraires, mais je pense qu'on ne peut pas le dire autrement. Et la petite fille est sans cesse transformée en poupée lorsqu'elle grandit, enfin plus particulièrement lorsqu'elle rapetissit. Voire même à un moment, elle se retrouve coincée dans ce corps de poupée. Je suis fasciné par l'accumulation des objets, par le soin apporté à chaque objet individuellement, et je suis en même temps assez terrifié par cette tendance à l'annihilation de la moindre punaise, de la moindre paire de ciseaux, comme j'évoquais plus tôt. Et c'est malgré tout assez grisant. Enfin, le film, je l'ai regardé de façon assez posé finalement, malgré le fait que c'est clair qu'on était sur quelque chose de très inquiétant. Moi, je trouve que ce qui est le plus charmant, effectivement, ce que tu dis par rapport aux objets, ça résume assez concrètement ce qui me plaît dans le film et ce qui me perturbe aussi, c'est-à-dire que on a des objets qui sont à la fois pleins de vie, qui sont à la fois pleins de mort. On les voit mourir, être détruits ou être cassés, et à chaque fois ils se remettent en forme. Ils ne meurent jamais réellement totalement, même quand on coupe la tête des sujets de la Dame de cœur. Mais ces sujets, finalement, ils restent pas totalement morts, ou alors, dans une scène, ils échangent, de tête. Donc il y a toujours quelque chose d'assez étrange dans le rapport au corps, qui me rappelle un peu le cartoon, mais un cartoon qui serait, plus morbide, déjà un peu mort, déjà dans, la conservation et dans la matérialité, et c'est ce que j'aime dans le film d'ailleurs, c'est que c'est un film très matériel. On a une sorte de Alice qui est dépouillée de ce qui peut être le plus, enfantin, même un peu gnangnan d'ailleurs, dans ses allures de conte, ce qu'il n'est pas totalement d'ailleurs. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est une histoire qui veut porter un message. Peut-être que je me trompe. Mais ce qui me plaît justement, c'est que on enlève cette narration-là presque totalement, à l'exception des petites phrases qui sont dites par Alice, mais ce sont des phrases, c'est rarement quelque chose qui va accompagner tout le film comme une sorte de litanie de mots plaisants. Et ce qui va faire que le film s'avance, c'est vraiment l'action des personnages qui va pas être commentée, qui va advenir, et qui va faire que le film se suit de manière très fluide, et effectivement aussi de manière assez cauchemardesque. Et en parlant de cauchemardesque, j'aimerais revenir sur le fait que est-ce que c'est un film pour les enfants? Moi, j'ai envie de dire non, et je vais expliquer un peu pourquoi. C'est-à-dire que cette idée d'objets qui vivent et qui meurent, on peut voir ça dans les cartoons effectivement, mais la manière dont les objets vont être éventrés, recousus, il y a quelque chose vraiment de perturbant quand on est enfant. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'on comprenne réellement ce qui se passe quand on est un gosse, et qui a quelque chose d'évident quand le lapin blanc essaie de trancher la main de Alice pour que Alice sorte de la maison. Il y a cette dichotomie de choses qui arrivent à la tronche de Alice de manière totalement inquiétante, mais qui est perçue par elle avec une relative impassibilité, ce qui est quand même assez intéressant, et qui témoigne aussi d'une logique cauchemardesque, d'un entre-deux entre des choses qui arrivent et la distance de cela n'est qu'un rêve, et là ce serait cela n'est qu'un film. Il y a quand même quelque chose qui passe à ce niveau-là. Je ne mettrais pas forcément, ma nièce, devant quoi, si j'avais une nièce. C'est des choses, qui sont tellement curieuses et qui sont tellement attachantes par justement cette, vie qui est apportée à des objets, trouvés ça et là, tout droit sortis d'une malle d'un vieux grenier,
qui font que le film a quand même un cachet fou qui m'a séduit de bout en bout. Ça me donne envie de citer une réflexion que Zwankmajer avait eue à propos de la possibilité de présenter son travail à des enfants. Il disait qu'il n'y avait pas de spectateur enfant universel. Et j'ai l'impression que déjà, on est dans un discours qui est assez construit par des lectures particulières. Zwankmajer cite assez volontiers Freud en rencontre. Et de par le groupe de surréalistes duquel il fait partie depuis les années 70, est assez documenté quoi, sur l'anthropologie, le structuralisme, des choses très théoriques. Et je suis obligé de reconnaître que moi-même, tu m'aurais mis devant un film comme ça, je pense que j'aurais eu le même attachement aux objets, mais leur animation, ce pouvoir de la mise en animation de ces objets m'aurait probablement perturbé. Zwankmajer serait malhonnête s'il niait qu'il avait un certain attrait pour le morbide dans toute sa filmographie. Et c'est valable également pour l'actrice, enfin, qui est elle-même un objet recomposé. J'avais trouvé... Alors, c'est tiré d'un article de Pascal Vimnet dans un ouvrage sur Zwankmajer qui était sorti aux éditions de l'Œil, dans un texte qui s'appelait La disjonction du corps, où il expliquait que c'était pas la bouche de Kristina Koutova qu'on voyait en gros plan. Ça se voit d'ailleurs. Je l'avais absolument pas perçu, c'est dire à quel point tu peux faire quelque chose de composite. Mais quand c'est humain, ça va moins te sauter aux yeux que quand il va mettre une tête de poisson sur un corps de singe à ressort et avec une queue de... Mettez un troisième objet qui n'a rien à voir avec les deux autres et vous aurez une marionnette de Zwankmajer. Mais ça coule depuis ses débuts dans la marionnette. Les marionnettes ont déjà quelque chose de reconnaissable en tant qu'humain, mais de déjà vraiment très déplacé par rapport à ce qu'on peut admettre comme étant humain. Oui, complètement. Mais pour le fait que c'est pas la bouche de l'actrice, c'est juste que je l'ai vu parce que ça tombait à un des endroits qui m'intéressaient du film. Et du coup, j'ai regardé assez attentivement la bouche de tout le monde, enfin, c'est-à-dire les deux seules bouches humaines de tout le film d'ailleurs. Et ce qui m'intéressait, peut-être que ça va faire un peu retour vers ce que vous disiez sur les collections d'objets. Moi, je pensais au structuralisme assez intensément pendant la vision du film. Et tu disais justement que ça faisait partie des choses qui pouvaient, à un moment donné, avoir intéressé ou avoir traversé Zwankmajer. Et du coup, par rapport au fait que cette espèce de bouche, au-delà du fait que je l'aime pas, cette bouche, mais cette bouche, elle était du côté du fragmentaire. On arrive à capter des parties qui fonctionnent comme entrant dans une mécanique, mais cette mécanique, ce serait pas une chose pleine et complète duquel s'arracheraient des fragments, ce serait plutôt des fragments en tant qu'à la base, ils fonctionnent dans une machine qui est déjà par elle-même fragmentaire, pleine de vide et pleine de béance, et que finalement, il n'y a rien qui est jamais complet, à l'instar du lapin qui perd tout le temps l'espèce de matière qui le constitue et qui est tout le temps en train de se recoudre, etc., qui fait que personne ne meurt et que tout le monde peut se recoudre en permanence. Mais qu'en fait, on travaille sur une béance et sur un vide et sur un ensemble de choses trouées qui, de toute façon, parce qu'elles fonctionnent comme ça à la base, ne mettent pas à mal les principes de mort, de vie. À la limite, les choses se font continuellement en termes de est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, ou alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, c'est-à-dire tout ce que va manger Alice, qui tantôt va essayer de manger de la sûre et c'est pas bon, et tantôt va boire ce qui littéralement est de l'encre et va trouver ça bon. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de logique en soi par rapport à ces choses-là que nous on connaît. On voit plus que c'est un système d'élection par rapport à un monde dont on n'a pas tous les ressorts et pas toutes les connaissances. Et je voulais revenir sur ce que tu disais, Alexandre, au tout début de l'émission, mais sur ce très beau titre que serait la traduction du titre original, qui est qu'en fait là on parle d'Alice, mais qu'en fait pour être plus exact, il faudrait dire quelque chose d'Alice, et qui pour moi est tout le programme et qui s'articule à ces objets trouvés, et qui est un programme que je trouve brillant du point de vue de l'écriture, de la mise en scène, et qui est l'idée qu'il y a un texte quelque part. Peut-être ce texte, c'est le texte de Lewis Carroll, mais peut-être que le texte de Lewis Carroll, il émane déjà de quelque chose d'avant encore, puisque tout, j'ai l'impression, fonctionne encore une fois par réception d'éclat et par captation de reflets par moment, et on va avoir quelque chose d'Alice. Ça veut dire que si on se concentre très fort sur qu'est-ce que ce serait qu'Alice, alors une petite fille dans sa chambre avec des objets, si on dispose des objets, il y a des chances, en termes de statistiques et de probabilités, pour qu'on restitue quelque chose d'Alice. Cette espèce de manière de faire récit avec des suppositions, notamment le fait que Zwankmajer s'éloigne pas mal du texte original, ou alors des fois va proposer des scènes inédites. Il pense à telle scène et il va assembler tel objet,
Et du coup, il y a comme une espèce de captation, encore une fois, d'un fragment, mais pas forcément dans sa forme originale, ni fonctionnelle, ni optimale. Enfin, je sais pas comment dire, comme un écho d'une histoire qui est quelque part. Cette espèce de pari de dire quelque chose et non pas de raconter Alice, ça déjà, c'est extrêmement beau. Moi, j'ai l'impression que ça parle de structuralisme. Est-ce que tu peux peut-être expliciter ce que tu veux dire par ça parle de structuralisme parce que je trouve pas forcément ça évident quand tu le dis. Et aussi, le structuralisme de base, c'est pas forcément quelque chose qui est connu de tout le monde. Moi, je suis pas forcément très bonne pour parler de structuralisme parce que je me réfère essentiellement à ce qu'en fait plus tard Deleuze, sachant que Deleuze lui-même n'est même pas du tout attaché au structuralisme, c'est juste qu'il s'y intéresse à un moment donné dans sa carrière. Je pense que Simon, enfin, je sais pas si je te lance la patate chaude, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, toi, à un moment donné, t'a pas mal intéressé et je sais que tu peux être plus calme et moins emporté que moi. Je peux faire une définition si tu veux, c'est-à-dire que le structuralisme, c'est un mouvement qui s'intéresse à la manière dont les structures vont influencer les rapports des humains. La chose la plus connue, c'est le texte de Foucault sur la prison, surveiller et punir, et sur le fait que, comment c'est, Le panoptique. une tour de surveillance qui permet de capter les mouvements de plusieurs prisonniers sans qu'ils sachent s'ils sont observés ou pas. Ça fait que les prisonniers restent dans un régime de vigilance extrême. Bon, c'est difficile de relier ça quand même avec Alice, qui est plus de l'ordre de l'onirique, alors que le structuralisme, c'est quand même quelque chose qui est plutôt lié à des imaginaires politiques. Mais je vois un peu ce que tu veux dire. Corrige-moi si je me trompe. L'univers qui est dépeint dans le film, c'est pas vraiment un univers qui existe, mais c'est peut-être l'univers qu'une petite fille se créerait, perdue dans une maison à la campagne et qui s'ennuierait et qui imaginerait des choses, ou alors des choses découleraient de son rapport aux objets et créerait quelque chose qui permettrait peut-être de définir une esquisse de qui pourrait être cette personne à travers toutes les péripéties qu'elle vivrait. Dans tous les cas, c'est vrai que moi j'aime bien justement cette idée que on est vraiment plongé dans un univers mental et que cet univers mental, il fonctionne aussi par un assemblage de choses qui vont créer quelque chose d'un peu plus grand qui permettrait de faire un monde filmique fait de choses et d'êtres. Mais là, je ne sais pas si je vise au même endroit que toi ou si je vais complètement ailleurs. En fait, finalement, moi, ma vision du film serait plutôt à rebours de toi, Simon, ce que tu dis. Ça veut dire que dans ma tête, le film ne part pas d'un point concentré, qui serait par exemple une petite fille qui est en train d'imaginer, et parce qu'elle imagine, il y a une agrégation qui forme un monde. Moi, j'ai l'impression qu'il y aurait une structure qu'on pourrait appeler un récit ou une fiction. Pas du tout ni le livre de Lewis Carroll, ni du papier, mais une espèce de grande machinerie non incarnée, qui ne serait que virtuelle, seulement possible, non actualisée. Et c'est seulement quand des éléments, les objets trouvés dans le film, de l'histoire d'Alice d'une manière générale, etc., vont rentrer en collision avec cette structure, là, ils vont s'actualiser. En fait, je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'on peut soit prendre un film ou prendre un récit de manière très positive, se dire c'est tout à fait évident de faire un film, c'est tout à fait évident d'écrire une histoire. Une histoire, c'est un enchaînement de phrases, un film, c'est un enchaînement de plans. Avant même l'enchaînement de plans, finalement, le tournage de Swarkmeyer, ça consistait à mettre des objets en sachant exactement ce qui se passe. Ou alors, on peut prendre les choses de manière beaucoup plus incertaine, beaucoup plus angoissante, et se dire qu'en fait, une histoire, on sait jamais comment ça tient, un film, on sait jamais comment ça tient. On sait jamais pourquoi vraiment on va assembler des objets. Et en fait, tout ça, on le fait à la fois sous une impulsion individuelle, artistique, une espèce de volonté. Ah, je pense que ça va donner ça. Et en fait, moi, je pense que cette espèce d'attirance ou d'idée de quelque chose, c'est parce qu'on va vers quelque chose qui existe à l'extérieur de soi, qu'en fait, ça existe déjà quelque part, comme une sorte de noyau qui attire le réel pour se concrétiser. Le film Alice, il répond un peu à une structure invisible, une structure qui n'existe pas, et que quand les objets de Swarkmeyer se concrétisent et vont rentrer dans des rapports fonctionnels, quelque part, ils viennent de tomber dans quelque chose qui était une case vide ou une case déjà préparée par une sorte de grand récit qui les précédait d'une certaine manière. Il y a cette espèce de force qui amalgame encore une fois et qui va permettre de souder tous les objets les uns aux autres selon des rapports hyper étranges et selon des rapports aussi très primaires. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le devenir d'Alice. À un moment donné, Alice, comme tu disais, Alexandre, elle est jouée par une petite fille et par moments, elle devient une poupée avec de la pixelisation ou des cuts hyper vénères, il n'y a aucune fluidité. Et quand elle devient une poupée, Alice, elle essaie toujours de rattraper le lapin qui est en retard. Quand elle est sous forme humaine, elle essaye toujours de se faire remarquer par ce lapin. Et à chaque fois, ce lapin, quand il la voit, on ne sait pas s'il a peur ou s'il n'est pas intéressé ou s'il est dégoûté ou s'il est méprisant, mais il lui répond même pas et il continue sa route et il se refuse absolument à reconnaître Alice, son existence et sa demande de peut-être dialoguer. Et quand Alice va se transformer en poupée, le lapin la voit, et là, ce qui est très bizarre,
c'est qu'il va lui dire bah bonjour Marianne, est-ce que tu vas me chercher des ciseaux? En fait, le lapin, à ce moment-là, il reconnaît quelqu'un qui fait partie de sa vie quotidienne. Ça veut dire qu'en fait, Alice, elle se transforme pas, elle tombe elle-même dans un monde déjà existant et elle a déjà une préexistence et elle va atterrir dans une espèce de forme qui est comme une espèce de case vide qui l'attendait depuis longtemps et elle doit tomber là-dessus par des rapports d'identité ou de recherche de soi. Mais en tout cas, quand le lapin lui dit ah Marianne, allez me chercher des ciseaux, il a vraiment reconnu une poupée qui existe déjà. Et moi je trouve ça fou que Schwankmajer à un moment donné il fasse un film où Alice ne se transforme pas en autre chose, mais où Alice tombe sur Marianne, et Marianne et Alice, c'est une même chose qui devait finir par entrer en collision ou en collusion. C'est vrai que le film de Schwankmajer peut expliquer la confusion du lapin blanc pour Marianne. L'utilisation de cette poupée-là, faisant partie de cette collection-là, donc la même collection que le lapin, permet d'éclaircir ça. Et Alice n'a pas l'air si surprise que ça à ce moment-là. Alice, d'ailleurs, dans le film, n'a pas l'air effrayée, n'a pas l'air déroutée tant que ça. Comme tu disais, elle voit de l'encre, elle la renifle, parce qu'elle suppose sans doute que ça peut être du poison, mais s'il y a écrit «bois-moi» dessus, c'est probablement que on aurait écrit «poison» si ça avait été peu recommandé. Mais il y a aussi quelque chose comme des enfants qui mangeraient de la colle, parce que ça a un goût d'amande. J'ai jamais essayé, peut-être que l'encre, ça a un super bon goût. Mais il y a au moins 2 imaginaires qui s'en chasseraient. L'imaginaire de Alice, qui donnerait vie plus ou moins aux objets. Soudain, un jeu de cartes devient une armée et une cour avec un fonctionnement, un tribunal, etc. Et il y aurait aussi au-dessus de ça l'imaginaire de Schwankmajer dans lesquels viennent s'enchasser les épisodes du récit de Carole, qu'il réagence, qu'il transforme avec non plus le coffre à jouets d'Alice, mais sa collection d'objets à lui. En témoigne par exemple un épisode que j'aime bien dans la manière dont il est réécrit par Schwankmajer, c'est l'épisode de l'enfant qui pleure dans la maison, enfin dans la cuisine, et qui, après qu'on l'ait confié à Alice, se transforme en porcelet. Déjà, il évince 2 personnages de cet épisode-là, parce que normalement, il y a une duchesse qui porte le bébé et non pas le lapin blanc comme dans le film de Schwankmajer, et une cuisinière qui poivre tout à outrance, donc ce qui explique les pleurs du bébé. Mais c'est littéralement la petite maisonnette, parce qu'on est sur une petite maison de poupée posée sur un plancher, qui tremble, saute, frétille, tout en ayant les cris de ce bébé. C'est-à-dire, tu es toujours dans cette logique de la sonorisation très factuelle, très concrète des objets, soit un son qui leur correspond, soit un son autre qui ne leur correspond pas, mais qui n'est pas transformé, n'est pas, semble pas fait d'étincelles. Il semble pas y avoir de magie dans cet univers-là, mais tout semble reposer sur des libres associations, sur des cadavres exquis, de même que dans le passage justement où Alice Marianne est censée aller récupérer les ciseaux du lapin dans sa maison. Le lézard qui est censé la faire sortir de la maison par la cheminée après qu'elle ait pris une taille incommensurable, c'est tout sauf un lézard. Enfin, c'est Bill le lézard parce qu'on nous dit que c'est Bill le lézard. Mais moi, je vois pas un lézard. C'est comme le loir aussi qui sort de la théière du chapelier fou et du lièvre de Mars. On est plutôt sur une écharpe en renard. Ça tient un peu de l'importance qu'a l'air d'accorder Schwankmajer à l'imagination. Il songe à ça comme ce qu'il y a de plus structurant pour nous, l'espèce humaine, qui nous isole complètement du reste du règne animal. Et c'est ce qui est très souvent assez moteur dans ces films, j'ai l'impression, pour ce qu'un objet peut devenir. Il ne maquille jamais complètement les artifices qui l'usent aussi. Il semble laisser entrevoir ce qu'il est en train de faire, le fait qu'on est sur un plateau, qu'on est sur une scène de théâtre, avec cette impression d'être tout le temps dans la même pièce qui change de taille, dans lesquelles on a mis de nouveaux objets, comme un enfant sortirait une nouvelle panoplie de jouets de son coffre pour créer de nouvelles compositions et passer d'une scène à une autre sans que jamais les planches ne changent. C'est un peu, si vous voulez, comme le cours d'une rivière. Le lit reste le même, mais l'eau qui la traverse est toujours changée. Vous remplacez l'eau de la rivière par les objets des collections de Schwankmajer et vous remplacez le lit de la rivière par cette pièce qu'il semble utiliser à répétition et vous avez une petite idée de l'utilisation de la scénographie dans ce film-là de Schwankmajer. Mais ça peut aussi rentrer en résonance avec ce que tu expliquais sur cette hyperstructure, enfin le fait que la scène de théâtre soit un espace déterminant pour la représentation chez Schwankmajer, quoi. Par ailleurs, je suis d'accord avec la manière dont tu décris le fait qu'il y a souvent une structure fixe qui elle-même est traversée par pas mal de choses, qui seraient les planches de théâtre ou une pièce, etc. Mais
Le film est assez bizarre parce qu'à la fois il y a cette conscience de scénettes qui se suivent et de fond de l'image et de présence d'une scène théâtrale où se produiraient des scènes du coup de fiction, etc. Mais en même temps, le film n'est pas du tout statique. Le film de Svangmajer est très surprenant. Déjà, il y a beaucoup de plans qui sont en mouvement, où la caméra bouge, c'est-à-dire qu'à la fois il y a cette présence que tu disais Alexandre, d'une espèce de planche de théâtre ou de pièce. En même temps, il y a aussi beaucoup de moments où la caméra elle est comme embarquée et où elle aussi elle va se mettre à courir après des choses. Il y a plusieurs occurrences de ça qui sont assez spectaculaires. Il y a un moment où on est embarqué avec le lapin qui vient de s'extraire effectivement de sa cage où il était taxidermisé, où il commence à s'enfuir et il atteint une espèce d'eau dehors qui est un champ marron complètement labouré et le ciel qui est genre plombé blanc-gris et c'est une image qui est très frappante. Le lapin il avance là-dedans. Tout à coup, on n'a plus qu'un plan qui avance dans ce champ et c'est... Mais moi j'avais jamais vu quelque chose d'aussi frappant dans les quelques films Europe de l'Est, animation d'objets que j'avais vu, que tout à coup, un des objets a une perception à lui et dans un tout autre rapport d'image. Il y a la fameuse scène qui est typique de Alice où Alice va assister à la Tea Party Garden avec le chapelier fou et le lièvre de Mars. À un moment donné, ça s'emballe énormément et le lièvre de Mars se déplace sur une espèce de fauteuil, il est monté sur des roues. À chaque fois que eux changent de place parce qu'ils sont dans une espèce de délire où il faut à chaque fois changer de place pour jouer aux cartes et changer de thé ou je sais pas quoi. Pour avoir des tasses propres. Alors à chaque fois qu'ils font une rotation, Alice elle assiste à ça et alors c'est très flou dans ma tête. Il y a et des plans qui suivent le lièvre de Mars et des plans qui suivent un peu Alice qui regarde et à un moment donné il y a une espèce de gros plan à la volée sur le pelage et la roue du lièvre de Mars, que tout à coup il y ait cette espèce de dynamisme dans le montage, c'est aussi quelque chose auquel m'avait pas du tout habitué le cinéma d'objets, Europe de l'Est, années 80, etc. Où en fait en général on a plutôt des plans statiques où rarement la caméra se meut autant et rarement ils peuvent quitter autant cette espèce de situation de figurants qu'ils sont souvent ces objets animés. Par rapport au montage, il y a quelque chose, je pense, d'assez important. C'est s'il y a des mouvements de caméra, malgré tout, les échelles de plans sont toujours très très rapprochées. En dehors peut-être de ce plan sur la table au milieu du champ labouré, très souvent on est proche des objets, on est proche d'Alice, ce qui permet au final les transitions hyper brutes entre un espace et un autre, entre un état et un autre. On peut traverser un terrier, atterrir dans un salon ou devenir minuscule ou devenir gigantesque en un claquement de doigts au pays des merveilles. Je pense le mouvement vient beaucoup du montage chez Schwankmajer. Ce qui l'intéresse dans le montage, c'est de pouvoir passer d'une composition à une autre sans la contrainte du temps réel. On croirait voir un peu un réalisateur de théâtre ou de prise de vue réelle qui s'emparerait des techniques de l'animation par les moyens du montage. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, d'assez fascinant là-dedans. Parce qu'au début, ça a l'air assez austère, ces échelles de plans qui sont toujours les mêmes, les personnages qui font front à la caméra, qu'ils soient objets, encore une fois, ou qu'ils soient acteurs. Il y a toujours ce potentiel de métamorphose, de transformation, de changement d'état qui est inclus là-dedans. Et ça semble toujours présent, non seulement dans Alice, dans tout le film, mais aussi dans tous les films que j'ai vus jusqu'à maintenant de Schwankmajer. J'avais des choses à dire justement par rapport aux gros plans et c'est ce qui me dérange aussi un petit peu dans le film. Enfin, moi j'aime beaucoup les gros plans. Dans le film justement, ça permet de faire ressortir d'autant plus cette matière des objets, cet aspect vivant et ce qui est assez amusant parce que généralement, comme l'a dit Agathe, c'est plutôt par une amplitude de la scène, c'est-à-dire qu'on va bien montrer que les objets sont dans un même plan et donc du coup évoluent sur une même scène. Il y a un rapport peut-être plus scénique à la chose qui fait que les objets sont peut-être un peu plus théâtraux, alors que là, on est dans une espèce de manière de rendre crédibles des objets, tout en montrant quand même que ça reste des objets. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cet entre-deux et ce côté spectaculaire qui passe aussi par ce resserrement sur le fragment, comment il a réussi à faire cohabiter du papier découpé avec des objets qui vont être des maquettes ou des animaux empaillés, des poupées. Donc il y a une pluralité de choses et c'est ça qui est vraiment impressionnant dans le film. Parfois on voit qu'il y a quelque chose qui se fait à l'image et on ne sait pas comment ça s'est fait et c'est d'autant plus frustrant parce que la majorité des interviews que va donner Schwankmajer et la majorité des textes qu'il va y avoir sur Schwankmajer ne reviennent jamais sur la technique alors que c'est pour moi ce qu'il y a de plus intéressant et de plus fascinant dans ces films-là. Après, c'est aussi ce qui peut être dérangeant et là on va rejoindre ce qu'a pu dire Agathe et ce que tu as pu dire aussi Alexandre. Il y a quelque chose aussi d'un peu étrange dans cette répétition de signes, comme s'il y avait une signification qui s'ajoutait
dans le film. Et moi, ça m'a généralement perturbé avec les plans de bouche de Alice. Ça m'a fait penser à l'affiche d'un film de Borowitz, Kondzimoro, qui est aussi un cinéaste qui a fait pas mal d'animation, qui va aussi travailler sur quelque chose de l'ordre du fragment pour présenter quelque chose d'érotique. Et là, ça me dérange de dire ça, c'est supposé être une enfant, mais il y a quelque chose de l'ordre d'isoler les bouches qui fait plan d'insert qu'on pourrait avoir sur des parties du corps dans des films pour érotiser les personnages. Là, je pense pas que ce soit vraiment érotique puisque c'est une petite fille qui raconte une histoire, mais il y a ce même rapport d'une attention un peu dégueu, je pense, que voulu par Svankmajer qui, dans des interviews, a plusieurs fois dit qu'il n'aimait pas du tout la nourriture, les gens qui se gavaient, tout en mettant ça en scène de manière grotesque comme une sorte de contrepoint comique. La bouche de Alice, vraiment, elle est pas agréable à voir. On voit que c'est une bouche baveuse qui est pâteuse. Il lui manque des dents aussi, je crois. J'en avais un peu marre de voir la bouche d'Alice au bout d'un moment. Il y a cette attention sur les détails, sur des choses qui ont l'air d'avoir une signification qu'on capte pas totalement et qui a quelque chose d'un peu agaçant parce que ça voudrait dire que toute cette mécanique-là du rêve aurait quelque chose d'extrêmement significatif. Si on prend l'idée que Svankmajer est inspiré par Freud, moi ce qui m'intéresse dans le film c'est aussi son aspect un peu spectaculaire, l'idée de se plonger dans un monde dont on n'a pas forcément les codes et cet aspect des symboles trop importants qui vont se rajouter avec l'idée des ciseaux qu'on va toujours voir, l'idée de l'ouverture des coffres qui va toujours s'échapper, que ce soit pas juste des détails comiques ou rigolos, mais que rien ne soit une coïncidence, ce qui peut être intéressant, mais qui, moi, je trouve, a quelque chose d'assez effrayant et d'un peu agaçant aussi. Il peut y avoir des passages assez drôles chez Schwankmajer, mais c'est toujours un peu dérisoire, donc il y a toujours une sorte de mort latente qui rôde. C'est pas un rire serein que tu auras devant un film de Schwankmajer. Pour évoquer un peu ce fragment de la bouche de l'actrice, il y aurait plusieurs choses. Il y aurait non seulement comme la non-dissimulation de l'endroit où l'on tourne, du fait qu'on est dans un espace scénique, comme tu disais. Je pense qu'il ne veut pas dissimuler, même il veut plutôt faire ostentation de l'énonciation. Donc, du point de vue d'Alice, qui d'ailleurs double tous les personnages du film, si on entend Alice appeler le lapin blanc, ce sera aussi la voix d'Alice qu'on entendra lorsque le lapin lui répondra. Je voudrais quand même adresser l'éléphant au milieu de la pièce. Parce que, bon, on parle d'Alice au Pays des Merveilles, c'est quand même l'œuvre d'un auteur qui fait controverse, notamment dans son comportement vis-à-vis d'une petite fille qui s'appelait Alice Liddell, à qui a été dédiée donc Alice au Pays des Merveilles, et qui prenait des photos évocatrices, un peu ambiguës d'enfants, parce que c'était assez courant pour les Victoriens à l'époque d'emmener leurs enfants chez des photographes. C'est déjà présent, ce malaise-là, dans la manière d'aborder la question de l'enfance de Lewis Carroll. Je veux juste dire que c'est peut-être présent dans le Alice de Carroll, mais c'est pas présent dans le Alice de Disney. Il y a les huîtres quand même. Les huîtres, est-ce que ça vient de Alice originale? Alors, je sais plus si c'est dans Le Pays des Merveilles ou de l'autre côté du miroir, mais c'est dans les bouquins de Carroll, les huîtres. Ça m'a vraiment fait penser à une sorte de segment rajouté, comme certains segments courts-métrages des films Disney de cette époque-là, qui étaient déconnectés les uns des autres. Mais si tu me dis que c'est vient de Carroll, très bien. Pour rappel, quand je parle des huîtres, je parle de l'histoire racontée par Tweedledee et Tweedledum, bonnet blanc et blanc bonnet en bon français, qui raconte à Alice l'épisode du morse et du charpentier qui, lors d'une balade sur la plage, enlève une bande de petites huîtres pour les dévorer. Donc on est sans doute sur une histoire qui servirait d'avertissement en fait. Par rapport aussi à Borowczyk, effectivement, parce que lui a véritablement versé dans l'érotique, c'est peut-être le réalisateur d'animation auquel j'ai le plus pensé en revoyant Alice. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous pouvez trouver Renaissance de Valerian Borowczyk, on a pas mal d'éléments. Le mur d'une pièce avec des meubles, des objets posés dessus, et le tout de manière très géométrique, très frontale, très scénique. Et les objets vont petit à petit s'effriter, tomber en pièces. On va animer des meubles qui brûlent, le mur dont le revêtement va petit à petit tomber. Probablement que Svankmajer n'était pas le seul en Europe à faire ça, parce que Borowczyk n'est pas tchèque, il est polonais. Après, il y en aurait d'autres des références. Je pense on rapproche très très souvent Svankmajer du travail des frères Quay, donc Stephen et Timothy Quay, qui ont aussi ce goût pour des objets un peu vieillis, mais peut-être qu'ils tendent vers quelque chose de moins réel, j'ai l'impression. Ce qui est assez notable dans la manière d'animer les objets qu'a Svankmajer, c'est que si ce sont des personnages, il reste aussi des accessoires. Les frères Quay peuvent aussi animer par exemple de la poussière de métaux et on va commencer à arriver à des états d'animation où on se demande ce qu'on est en train de voir. Pas comment ça a été fait, mais qu'est-ce que je suis en train de voir réellement. Bref, il vient pas de nulle part et il a malgré tout ce souci de la réification.
sans en arriver à l'éroticisation de faire des gens des objets. Et c'est dans tous ces autres films où il utilisera des acteurs, enfin, déjà dans ses nourritures où des gens sont au restaurant. Ouais, oui, c'est nourriture avec des gens qui finissent par se manger entre eux. En fait, je pense que c'est ce qui me plaît chez Zankmayer. On n'est pas dans des choses qui vont être de l'ordre de l'abstraction, qui vont partir plutôt dans le cinéma expérimental. On n'est pas non plus dans quelque chose d'extrêmement narratif où on va essayer de raconter une histoire totalement crédible, etc. C'est vraiment l'impression de voir presque un monde vivre une vie que l'on capte que par à-coup, de manière fragmentée. Et c'est d'autant plus saillant dans Alice. On va voir des chaussettes qui vont être réellement un monde de chenilles. C'est génial ça. Oui, c'est des petites idées qui, en plus, sont simples et qui me font réellement penser à des livres que j'aurais pu lire quand j'étais enfant et qui va rendre le monde sensible, vivant, presque chaleureux, même s'il est bardé d'effets agaçants, énervants, perturbants, dérangeants et qui ne nuisent jamais à l'impression qu'on est vraiment plongé dans un écosystème et que l'on est simple spectateur de cet écosystème, comme Alice observe ses chaussettes qui tentent de lui échapper et qu'elle est bien obligée de retenir parce que certes les chenilles c'est bien mais qu'elle a besoin quand même de ses chaussettes, alors les chaussettes resteront sur les pieds d'Alice, ça ne deviendra jamais des chenilles. Mais c'est là vraiment que c'est rageant de ne pas avoir plus de détails techniques. Enfin, je sais par exemple que pour la scène des chenilles, il y a une photo de tournage où on voit la petite Christina en train de tirer d'un côté ses chaussettes et de l'autre côté Svankmajer qui est un mètre plus loin derrière la caméra en train de tirer les ficelles des chaussettes pour que la gamine lutte un peu. Mais on ne sait pas trop comment, enfin qu'est-ce qu'il y a dans les chaussettes, comment sont faites les armatures, est-ce qu'il utilise de la plasticine, comment il a géré l'armature du lapin, comment est-ce que tu animes un animal empaillé. C'est des choses comme ça qui sont très embêtantes, quoi, parce que si Svankmajer est assez riche d'explications, qu'il est assez loquace lorsqu'on lui demande d'évoquer ses rêves, l'utilisation de ses rêves, l'interprétation psychanalytique qu'il peut avoir de certaines choses, ça reste assez flou. Et je veux dire, ça m'intéresse dans une certaine mesure parce que c'est à partir de ces outils de pensée-là qu'il travaille, de cette matière onirique aussi qui semble parcourir pas mal de ses œuvres. Il peut évoquer aussi certains épisodes de sa vie, comme son obsession pour le toucher, le dégoût. Il racontait une anecdote peu ragoûtante de lui à 5 ans qui chope la scarlatine et qui pèle, et c'est quelque chose qui l'avait marqué. En même temps, comment est-ce que tu crées cette patine sur tes objets? Parce que quand je lis dans un texte ou dans une interview que parfois le vieillissement est voulu, est créé, est fabriqué, j'aimerais que le magicien dévoile ses secrets, quoi. C'est un peu ça qui m'ennuie dans la posture soit qu'on donne à Svankmajer, soit dans laquelle Svankmajer se place. Parce que bon, il y a aussi quelque chose dans la réception de son travail, enfin les discussions qu'on peut trouver en ligne de Svankmajer. Il y a peu de gens qui s'intéressent aux choses plus pragmatiques de son travail, aux choses plus... Matériel aussi, en fait. Ce dont on n'a pas arrêté de parler, je crois, avec Agathe et avec toi, Alexandre. L'impression quand même que c'est la matérialité, que ces créatures existent. Et j'ai l'impression que Svankmajer agit comme une sorte de prestidigitateur, c'est-à-dire qu'il va créer tout un discours qui va servir la signification, quelque chose qui va donner un sens à ce qu'on voit, mais finalement... le tour, on ne l'explique pas et donc du coup on est dans le flou et tout ce qui est réellement captivant dans le film ne trouvera pas d'explication et restera perdu et masqué et c'est frustrant. Sur ces belles phrases, je pense qu'on va s'en arrêter là pour ce qui est d'Alice et il faudra attendre le prochain épisode consacré à Svankmajer pour que nous revenons sur quelques-uns de ses courts-métrages. On ne vous dit pas encore lesquels. Et maintenant, on va passer aux recommandations. Vous le savez, les recommandations, ça consiste à vous partager, à vous évoquer, à vous parler d'une œuvre, d'une sortie ou d'un événement culturel qui nous a marqué ou nous a plu dernièrement. Et on va commencer avec Simon. Eh bien, pourquoi pas? Dans les œuvres qui m'ont intéressé, je vais peut-être parler rapidement d'un court-métrage que j'ai bien aimé, qui est pas connu parce que son réalisateur est pas connu non plus, qui s'appelle 1857 Fool's Gold, réalisé par R. Bruce Helder, qui est un réalisateur expérimental qui est pas très connu, qui a pourtant fait énormément de films depuis les années 60 et qui, là, va travailler sur un texte d'un écrivain qui s'appelle Ezra Pound, qui est un peu fou, qui a viré fasciste et il a écrit son plus long poème dans un asile psychiatrique, il me semble. Bon, toute une histoire.
Et il va utiliser ce poème pour créer une ambiance de crash de bateau à travers des images qui sont répétées, des théorèmes mathématiques, avec un sound design qui ménage pas vraiment le spectateur. Moi, j'ai trouvé ça puissant, mais j'ai l'impression qu'une vision, ça suffit clairement pas pour comprendre la densité de ce film qui nous assaille d'informations. Peut-être que je vais parler de quelque chose qui me porte aussi, mais d'une autre manière, c'est la série de BD Philémon qui est faite par Fred, qui date des années 60 et qui était publié dans Pilote. Rappelez-vous, Pilote, le magazine de Astérix. Philémon, ça raconte l'histoire d'un jeune fermier qui rencontre une galerie de personnages hauts en couleur qui va l'emmener dans des mondes à la fois fantastiques et psychédéliques qui vont travailler sur des jeux de mots, sur des rencontres improbables, sur quelque chose de l'ordre du non-sens qui rappelle également Alice au Pays des Merveilles, mais avec une emphase sur le ludisme qui est tout à fait plaisante. Moi, je trouve que c'est une série fantastique et je vous encourage vraiment à la lire parce que de Pilote, on retient pas vraiment les séries les plus étranges de son journal, mais c'est quand même un journal qui a publié des choses comme Le Concombre masqué, qui est pas non plus la série la plus évidente à lire. Et Philémon, c'est peut-être une des séries à mettre dans les mains des enfants, la plus rêveuse, la plus onirique et la plus merveilleuse que j'ai lue depuis longtemps. Vraiment génial. Et puis, franchement, les couleurs de l'époque, moi, je les trouve à tomber par terre. Et toi, Agathe, qu'est-ce que tu as trouvé de bon ces derniers temps? Moi, je vais juste parler de 2 romans. Parmi les romans écrits par Tove Jansson, autrice finlandaise, mais écrivant et parlant suédois également, et qui est l'autrice des Moumines. Et les BD en soi des Moumines, ce serait un favori à part entière. Et ces derniers temps, il y a 2 romans au moins en dehors des Moumines qui ont été traduits en français, qui sont Le Livre d'un été et Fair Play. Je crois que Le Livre d'un été, c'est un livre qu'elle écrit en 78, Fair Play 89. Donc pas du tout à la fin de sa vie, mais dans la dernière partie quand même. Et c'est des romans de fiction, c'est très chapitré. Le Livre d'un été, c'est la vie de Sophie, de sa grand-mère et de son père sur une île. C'est un livre sur une grand-mère qui, elle, arrive à la fin de sa vie. C'est un livre sur Sophie qui, elle, a perdu sa mère et qui passe son premier été sans elle. C'est des relations assez tendues, à la fois belles, mais pas que entre Sophie et la grand-mère. Et le père, lui, c'est plus un élément au loin. Et je crois que c'est un peu comme chez les Moomins. Ce que j'aime bien chez Tove Jansson, c'est que sous une espèce d'apparat de simplicité, une île, 3 personnages, des descriptions presque météorologiques de l'île, c'est la vie comme elle passe, c'est des tout petits événements qui vont donner lieu à des chapitres. Déjà, il y a une qualité de fragmentation qui est assez exceptionnelle, une capacité à choisir ce qui doit être écrit qui est assez folle. Ensuite, c'est jamais des relations faciles, comme les Moomins, qui en fait est quand même un ensemble de bandes dessinées qui parlent aussi de combien c'est difficile de vivre en société. Et là, j'ai l'impression que Le Livre d'un été, c'est pas juste un petit livre sur une grand-mère et sur sa petite fille et tout. J'ai l'impression qu'il y a aussi des moments où elle se supporte pas. Il y a toujours une espèce, et c'est pas de la cruauté, mais il y a toujours une espèce d'exactitude de Tove Jansson qui tombe à tous les endroits et pas du tout juste aux endroits un peu ensoleillés qu'on lui prête parfois. Et l'autre livre, c'est Fair Play, qui est publié un peu plus tard en 89. Et Fair Play, c'est pas vraiment un livre autobiographique, mais c'est Marie et je sais plus comment s'appelle l'autre, Jonah, quelque chose comme ça, qui vivent sur une île. Il y en a une qui fait de la gravure, une qui écrit. C'est peut-être un peu Tove Jansson et sa compagne, elles ont vraiment vécu plusieurs décennies ensemble jusqu'à la fin, notamment sur une île où elles avaient un atelier, où elles passaient des étés, etc. Je pense que ce serait un peu réducteur de dire que c'est un peu Tove Jansson. En fait, c'est plutôt énormément de choses dans ces 2 personnages-là. Et là, c'est pareil, c'est un livre qui fait encore plus simple que Le Livre d'un été. On a l'impression que ça va être encore plus un côté tranche de vie, petite scène, etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus sourd qui se joue, notamment des sentiments de colère dans une vie commune, des relations qui pourraient aller vers de la domination, etc. et qui essayent de se ressaisir, parce que c'est quand même, encore une fois, jamais de la complaisance et du cynisme chez Tove Jansson, c'est juste une espèce d'acuité sur les choses qui guettent et qui sont pas toujours bonnes, mais aussi une volonté de peut-être faire sa vie ailleurs ou essayer de tirer les relations de ces rapports-là, etc. Et voilà, c'était les 2 favoris de la semaine. Alors, en ce qui me concerne, je vais d'abord poser une question à mes camarades parce que j'ai un
Non, je ne sais plus si j'avais déjà parlé des jeux de Daniel Mullins dans les recommandations. Mais après, moi, je me rappelle pas de mes propres favoris. Ça me dit rien. Si tu l'as fait, je m'en rappelle pas en tout cas. Bref, au pire, ce sera partiellement un ajout. En ce moment, je suis en train de jouer au jeu d'un développeur canadien, donc Daniel Mullins, qui a fait donc à peu près 4 jeux que vous pouvez trouver sur Steam, mais il y a plein d'autres petits jeux qui peuvent être trouvés sur sa page itch.io. Parce qu'il a participé à pas mal de game jam, donc des festivals en fait, dans lesquels sont proposés comme ça des défis de programmation très rapides à des développeurs. Donc j'ai commencé par Inscription, donc je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas dans l'émission, mais entre-temps j'ai aussi rattrapé donc Pony Island, qui commence comme une espèce de jeu flash tout innocent, et petit à petit il y a tout un récit méta et tout un jeu avec l'interface de code du jeu en lui-même qui s'installe, et c'est assez brillant. Et je suis actuellement en train de jouer à X, The X, qui est plutôt un point and click qui revient sur l'ancienne gloire d'une toute une galerie de personnages inspirés de plein de figures du jeu vidéo. Et ça a l'air de se dérouler d'une manière un peu comme un whodunit, comme un qui l'a fait, dans un vieux bouge donc dédié à des personnages de jeux vidéo déchus. Mais bon, j'étais plus sûr de mon coup. Dans ma tête, je suis persuadé d'avoir parlé d'Inscription déjà dans l'intervalle. Mais donc, je me suis quand même prévu une cartouche de rechange. Je voulais juste inviter les gens à aller voir un clip que j'aime beaucoup. Donc, le clip l'a sorti le 17 avril dernier, donc de Soulbreaker par A.G. Cook. Donc A.G. Cook, c'est le producteur à la tête de PC Music, donc qui est une société de production qui a entre autres produit Anna Diamond, Planet 1999 ou Danny El Arl. Et qui a fermé d'ailleurs. Ça a fermé, Ouais. my bad. Donc c'était une super société de production qui œuvrait pas mal dans une forme de musique pop très rentre-dedans, on va dire, très agressive. On parlait même de bubblegum bass. Allez écouter ce que continue de faire A.G. Cook et ce que PC Music a pu produire. Et le clip de Soulbreaker, qui est une chanson qui était sortie il y a déjà un petit bout de temps, mais la réalisation de son clip explique peut-être le temps que ça a mis à devenir, entre guillemets, un tube sur YouTube. C'est un réalisateur suédois qui l'a fait, donc Gustaf Oltenas, qui est un réalisateur d'animation 2D qui travaille à la main. Donc ça a dû prendre beaucoup de temps pour faire ce clip, d'autant qu'on voit le foisonnement de références à la cyberculture qui sont si chères à l'univers un peu PC Music. C'est-à-dire il y a des références à des choses comme Evangelion, comme Final Fantasy, comme toute la culture qu'on appellerait analogue maintenant, avec des références à des jeux PS1, des choses comme ça. Anecdote nerd, A.G. Cook a participé à la production du morceau de fin du dernier film Evangelion. Donc c'est assez amusant que tu en parles. Effectivement, c'est vrai, j'avais oublié ça. Je me rappelais de sa participation à l'avant-dernier album maintenant de Beyoncé, mais j'oubliais qu'il avait bossé sur la musique de fin du 4e film Evangelion. Donc voilà, c'est un clip d'animation que je trouve très riche, qui est vraiment nimbé dans cette espèce de nostalgie pour les années 90-2000, qui me parle en tant qu'enfant des années 90. Et je dois dire que ça faisait longtemps qu'un clip m'avait pas autant visuellement impressionné, un clip d'animation 2D, je veux dire. Et que la musique d'A.G. Cook me plaît beaucoup et que ça fait plaisir de voir un aussi bel habillage pour son son. Donc cet épisode d'En Intervalle est terminé. Je remercie mes 2 chers intervenants, Simon et Agathe. Croquis pour le visuel. Nous remercions également le Calvin Ball Consortium de nous accueillir. N'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil à leurs nombreux podcasts hébergés sur leur site. Il y a de tout. Quel que soit le sujet qui vous intéresse, vous trouverez forcément votre bonheur. Et n'hésitez pas non plus à faire un don au Patreon du Calvin Ball Consortium. C'est comme ça qu'on arrive à faire tourner notre petite boutique. Sur ce, je vous souhaite bon vent et à la prochaine. Ciao. Bonne nuit. Au revoir.